Allocution de Monsieur le Président de la Commission nationale d'investigation sur la corruption et la malversation. Il ne fait aucun doute aujourd'hui que la Tunisie était à l'ère de l'ancien président, victime d'un système de malversation qui a dépassé le seuil de simples manifestations ou faits divers et isolés. Par système, on doit entendre un ensemble d'éléments liés et en interaction de telle manière que toute action de l'un d'entre eux se répercutera nécessairement sur les autres. En Tunisie, le système de malversation a été édifié progressivement. Il s'est institué au fil des années. Il a fait main basse sur l'État et la société. Ces éléments se sont introduits, surtout, dans les institutions publiques, administratives et judiciaires de l'État, mais également dans plusieurs collectivités et entreprises publiques. Une organisation diversifiée nourrissait ce système, comprenant non seulement des organismes à caractère social ou des médias, mais aussi et surtout des organismes politiques. Le Rassemblement constitutionnel démocratique, le RCD, ancien parti au pouvoir, dissous depuis mars-avril 2011, constitue à ce propos l'exemple le plus significatif. L'institution d'un tel système a engendré des attitudes et des comportements qui ont fini par donner naissance à une opinion répandue chez de très nombreux citoyens. Ces derniers ont, en effet, intériorisé un schéma qui, en s'approfondissant, a légitimé la prévalence des intérêts privés et la recherche des privilèges et l'enrichissement facile et illégitime. La loi était instrumentalisée, détournée et violée pour parvenir à ses fins. Il était possible de tout avoir ou de dérober sous couvert de la loi, voire en dehors de tout cadre juridique. Il n'est donc pas étonnant que ces pratiques s'appuyaient sur la force, les passages à tabac, l'intimidation, les menaces, de même que l'adulation, la manipulation, les pratiques frauduleuses, les interventions, les pots de vin et tout genre de malversation. Les divers secteurs et procédures ont été, dès lors, affectés. L'immobilier, la douane, le commerce, l'administration et tant d'autres. On peut également citer les procédures de privatisation, des marchés publics et des concessions. Ces manipulations ont pris de l'ampleur à tous les niveaux, des plus bas de l'échelle jusqu'au sommet de l'État, devenus symboles de corruption et de malversation et refuge des délinquants et des corrompus. Plusieurs éléments ont contribué à l'institution d'une telle situation, dont notamment l'exercice unilatéral d'un pouvoir absolu et illimité, se situant en dehors de tout contrôle ou toute norme éthique, ce qui a engendré une dépendance des uns et une terreur des autres, et a fait prévaloir la logique de la suggestion sur celle de la citoyenneté. Une conception autoritaire du pouvoir, qui a permis à l'ancien chef de l'État d'intervenir et d'interférer dans tous les domaines publics et privés. La vie familiale et l'intégrité physique de certains individus n'y ont pas été épargnés. Le pouvoir était considéré comme une proie, un butin partagé entre le président, son épouse et toute personne avec laquelle ils avaient un lien de parenté. Ils profitaient également à leurs proches et connaissances, se réunissant autour du vol et du pillage. Cette même conception du pouvoir était partagée par plusieurs administrateurs, responsables locaux, policiers, et tous ceux qui avaient une influence ou un pouvoir quelconque. L'absence d'un contrôle efficace a fait que la situation allait en empirant, puisque les moyens de contrôle étaient destinés à d'autres finalités. En outre, il faut souligner que toute tentative de limitation du pouvoir était avortée par la coercition et la sanction. L'injustice et l'amertume se sont répandues. C'est ce que la Tunisie a pu hériter de l'ancien régime. Il semble donc tout à fait logique qu'une grande partie de la transition démocratique soit axée sur le démantèlement du système de malversation et de corruption. Le démantèlement de ce système a commencé à voir le jour depuis le 17 janvier 2011, quand le Premier ministre a annoncé, en même temps que la composition du gouvernement provisoire, la constitution de 3 commissions, parmi lesquelles figure la Commission nationale d'investigation sur la corruption et la malversation. Le décret-loi numéro 7 du 18 février 2011 a institué cette commission, lui attribuant la qualité d'autorité publique indépendante. La Commission nationale d'investigation sur la corruption et la malversation comprend un comité technique et un comité général. Le comité technique, formé d'experts dans divers domaines, est chargé de l'investigation, de l'établissement des faits et de l'étude des dossiers. Il est également chargé de la transmission des dossiers au parquet s'il y a un soupçon de malversation ou de corruption. Quant au comité général, formé de représentants des partis concernés par la lutte contre la malversation et la corruption, il est chargé d'examiner les orientations fondamentales ayant trait à l'activité de la commission et d'identifier les stratégies d'avenir afin de lutter contre la corruption et la malversation. La commission a reçu plus de 10 000 requêtes. Elle en a étudié plus de 5 000 et a transmis 300 dossiers à l'autorité judiciaire. Il convient de noter qu'une bonne partie des requêtes ne relève pas de la compétence de la commission et qu'une autre partie avait pour objet soit des allégations non fondées, soit de simples dénonciations non établies. Il est également important de souligner qu'un grand nombre de requêtes a été réglé grâce à la coopération des administrations concernées et que certains biens et fonds ont été restitués.
Le démantèlement du système de malversation et de corruption demeure limité s'il n'est pas complété par l'institution d'une autorité permanente et indépendante qui se charge, en sus de la mission d'investigation, de la prévention contre la malversation et la corruption, et ce, conformément à la Convention internationale de 2003, ratifiée par la Tunisie en 2008, mais dont la mise en œuvre n'a pas eu lieu. Pour ce faire, et conformément à l'article 2 du décret-loi numéro 2011-7 du 18 février 2011, la Commission nationale d'investigation sur la corruption et la malversation a proposé un projet de décret-loi cadre relatif à la lutte contre la malversation. Ce projet a été adopté par le Conseil ministériel du 14 octobre 2011, après plusieurs consultations. Le décret-loi comprend un chapitre premier, relatif aux dispositions générales envisagées dans le cadre de l'élaboration de toute une stratégie pour faire face et prévenir la corruption et la malversation. Le chapitre second est relatif à la création d'une instance permanente et indépendante, qui comprend un organe ayant pour mission l'investigation sur des faits de malversation et de corruption et formé de plusieurs experts dans divers domaines. Cette autorité comprend également un conseil composé de représentants de la société civile, des organes de contrôle et d'inspection, de magistrats et de représentants des médias. Le conseil sera investi de diverses missions, dont notamment la prévention contre la malversation. La mise en œuvre complète de ce nouveau texte nécessite l'adoption de plusieurs textes complémentaires et d'application. Avec la création de l'instance permanente et la désignation de ses membres, s'achève la mission de la Commission nationale d'investigation sur la corruption et la malversation. Elle transférera le reliquat des dossiers et requêtes à la nouvelle instance pour qu'elle s'en charge sans pour autant créer une rupture entre le travail de la Commission et de l'instance, préservant ainsi la sécurité des dossiers et les intérêts des citoyens requérants. La Commission nationale d'investigation sur la corruption et la malversation a effectué un travail considérable, important, sérieux et difficile, qui s'est traduit dans son rapport à travers l'exposé de quelques illustrations. La qualité du travail de la Commission qui s'est appuyée sur la recherche, l'investigation et l'analyse témoigne de son objectivité, de sa neutralité et de sa résistance à toute tentative d'intimidation et de menace. Tout au long de son travail, la Commission n'avait de loyauté qu'au regard de la communauté nationale. Elle s'est dévouée pour la servir, pour contribuer à fonder des institutions gouvernées par la transparence et la responsabilisation, tout en respectant les droits et devoirs des citoyens et des responsables. Son souhait est que la lutte contre la corruption et la malversation ne se transforme pas en une question incidente, mais qu'elle devienne l'un des acquis futurs de l'État. La nouvelle Constitution doit comporter des dispositions relatives à la lutte et à la prévention contre la corruption et la malversation, fondées sur les principes de transparence et de responsabilité. Il n'en demeure pas moins que la valeur constitutionnelle de ces principes ne pourra pas, à elle seule, garantir et concrétiser la lutte et la prévention contre la corruption et la malversation, s'il n'est pas accompagné obligatoirement d'une véritable mutation. Il n'en demeure pas moins que la valeur constitutionnelle de ces principes ne pourra pas, à elle seule, garantir et concrétiser la lutte et la prévention contre la corruption et la malversation, s'il n'est pas accompagné obligatoirement d'une véritable mutation au niveau des attitudes et des comportements. Cette allocution est le fruit d'une expérience, tantôt pleine d'espoir rafraîchissant, tantôt marquée par une amertume profonde. Cette expérience fait désormais partie de la Tunisie. Elle a dénoncé son histoire, exposé son présent et tracé son futur. Elle a été menée par un ensemble de personnes qui, malgré la diversité de leur formation et de leur spécialité, ont eu pour dénominateur commun le service de leur pays. Aussi bien les experts du comité technique et les membres du comité général que les différents corps de contrôle et d'inspection collaborant avec certains ministères, établissements et entreprises publiques n'entendent pas faire valoir les sacrifices importants auxquels ils ont librement consenti, ni les nombreux outrages auxquels ils s'étaient trouvés exposés du fait de l'incompréhension des uns et de la mauvaise foi des autres. Mais ils voudraient exprimer leur satisfaction d'avoir conduit un travail difficile et pénible, utile pour leur pays, soutenus en cela par un nombre considérable de citoyens qui les ont encouragés et soutenus. Leur seule récompense était de servir leur patrie et leur conscience. L'histoire leur sera certainement d'une grande reconnaissance. L'histoire saura séparer le bon grain du livret.